Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DaFresh Morning avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Et à la forme? Ouais. Et je t'ai vu sur Internet avec le Premier ministre. Oui. Tu es un homme politique ou bien Non, tu je ne es suis pas un politicien? Je suis un leader syndical qui a reçu le Premier ministre chef de gouvernement sur son lieu de travail. Le Premier ministre, M. Alain-Claude Bilouizé, était venu s'enquérir de la reprise effective des activités au sein de la CNSS. Parce que conformément à la demande qu'il nous avait faite et conformément donc à la mise en application de ces très hautes instructions, nous avons donc vendredi dernier décidé de lever le piquet de grève que nous tenions depuis 1 mois et demi déjà. Sans le pognon? Non, pas sans le pognon. C'est-à-dire que le pognon, on espère que ça va arriver. Donc vous avez repris le travail sans le pognon, à vous? Non, on n'a pas repris le travail sans le pognon. On a repris le travail pour montrer En attendant que le pognon arrive. Voilà. Et si le pognon ne vient pas? Non, mais on n'est pas défaitiste. C'est une possibilité. Mais pour le moment, nous ne l'envisageons pas pour l'instant. Donc, s'il s'avère malheureusement que... Une éventualité que vous n'envisagez pas. Pour l'instant. D'accord. Pour l'instant. Voilà, parce que nous avons foi en la parole du Premier ministre. Nous ne pouvons pas la remettre en cause comme ça. Il faut bien qu'on lui accorde le bénéfice du doute. Oui, tout à fait. Donc, il nous a donné sa parole et donc, voilà. Tu connais tous les bénéfices du doute qu'on a accordés dans ce pays. Oui, mais il faut pas... Depuis des années. Il ne faut pas arrêter. Surtout que quand une personne est nouvelle dans une fonction, il est là parce que le chef de l'État... Non, je ne parle pas forcément du Premier ministre. Je dis en grosso modo. Oui, mais tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui ont une parole et qui font tout pour respecter leur parole. Et il y a d'autres qui, malheureusement, n'en ont pas. Jusqu'à leur propre signature, ils ne la respectent même pas. Donc, tu comprends que tous les gens ne sont pas logés à la même enseigne. D'accord. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? Nous amène à la conférence de Munich qui s'est tenue le week-end dernier en Allemagne. C'est la conférence de Munich sur la sécurité. Alors, c'est une conférence qui a lieu déjà depuis pas mal d'années. C'était la 59e édition. C'est un peu l'équivalent du Davos. Le Davos, c'est la conférence mondiale sur l'économie. Munich, c'est la conférence mondiale sur les questions de sécurité dans le monde. Voilà. Et donc, cette année, évidemment, il y avait 2 pôles de tension qui ont particulièrement attiré l'attention des participants. D'un côté, on avait la crise en Ukraine, et puis de l'autre côté, on avait évidemment les tensions entre la Chine et les États-Unis. Alors, bien évidemment, ce que l'on peut déplorer dans cette 59e édition, c'est que il n'y a pas évidemment que ces 2 pôles-là qui sont des éléments de tension qui inquiètent. Il y a aussi le problème lié aux tensions entre Israël et l'Iran concernant le programme nucléaire iranien et les velléités et les volontés d'Israël absolument et des Occidentaux de manière générale d'empêcher que ce volet-là aille à son terme parce qu'ils estiment que les Iraniens ont la volonté derrière de vouloir développer un programme de nucléaire militaire, donc de fabriquer la bombe atomique. Et donc, il y a donc en filigrane aussi, en 3e point, cette question-là aussi qui, évidemment, constituait un certain nombre d'inquiétudes. Alors, ce que l'on peut regretter dans cette 59e édition, c'est que justement, lorsqu'on fait une conférence sur ces questions-là et qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui soient impliqués, il faudrait tout mettre en œuvre pour que l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ces questions-là soient là pour pouvoir discuter directement avec ce qu'on appelle la diplomatie des raccourcis. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par les voies diplomatiques traditionnelles qui mettent parfois du temps, l'organisation de telles conférences permet en un lieu de rassembler la plupart des dirigeants qui sont concernés par un certain nombre de thématiques, en l'occurrence ici des questions de sécurité, et permet directement que ces chefs d'État discutent entre eux afin de trouver des solutions. Or, malheureusement, on a l'impression que pour cette 59e édition, on a voulu plutôt que ce soit les amis ou ceux qui partagent le même courant ou la même vision qui soient là. Et également, on pouvait tolérer ceux qui officiellement n'ont pas affiché une volonté de soutenir ceux qui ne partagent pas les mêmes idées que les Occidentaux. En l'occurrence, ici, il y a 2 grands absents lors de cette conférence de Munich. Il y a notamment la Russie
et il y a l'Iran. Alors, pour la Russie, évidemment, les Occidentaux ont pour le moment, affiche une volonté manifeste de ne pas dialoguer avec la Russie. Emmanuel Macron l'a réitéré. Il a dit qu'il était pour une défaite de la Russie, mais pas qu'on l'écrase, et que le dialogue avec la Russie n'était pas à l'ordre du jour. Donc, pour les Occidentaux, il n'y est nullement question de discuter d'une issue pacifique parce qu'ils espèrent qu'en fournissant les armes qu'il faut à l'Ukraine, et c'est même les Ukrainiens qui le disent, ils sont en mesure de pouvoir retourner la situation un peu comme ils l'avaient fait en septembre dernier où ils avaient lancé une contre-offensive qui avait énormément surpris les Russes par son efficacité et sa rapidité et qui avait poussé les Russes même à reculer sur leur position. Ils avaient abandonné même des villes stratégiques comme Kherson qui avait été abandonnées sans même avoir combattu. Maintenant, depuis environ 2 semaines, il y a une offensive russe qui n'est pas de la même ampleur que celle qu'avaient faite les Ukrainiens en septembre dernier, mais c'est une offensive où on se permet de faire comme une espèce de guérilla. On met une ligne tout au long de la ligne de front qui est quand même large, qui fait à peu près 700 km, et ben on pilonne avec l'artillerie et puis avec l'infanterie, on grappille comme ça, petit à petit, des petits espaces. On va de quartier en quartier, de mètre par mètre, bloc par bloc. C'est comme ça que les Russes opèrent et c'est la raison pour laquelle ils sont parvenus à asphyxier la ville de Bakhmout. Et les soldats ukrainiens, Volodymyr Zelensky l'a dit, il a donné l'ordre aux troupes ukrainiennes qui essayaient de garder, de résister pour empêcher l'avancée des Russes. Ils ont demandé d'abandonner Bakhmout parce qu'ils estimaient que Bakhmout, c'est une ville pas très grande, c'est à peu près 15 000 habitants. Ce n'est pas une ville stratégique sur le plan de l'organisation globale si tu veux, la stratégie de défense des Ukrainiens, mais c'est quand même un passage obligé pour accéder à une zone un peu plus stratégique, à partir de laquelle, évidemment, il y aura où transite l'essentiel, notamment de la ligne logistique des forces ukrainiennes. Donc, évidemment, pour Volodymyr Zelensky, il s'agit de reculer pour mieux sauter, de reculer pour éviter d'avoir des pertes humaines supplémentaires et reculer en attendant que n'arrivent les nouvelles armes occidentales. Il faut savoir que les Occidentaux ont réitéré leur volonté de soutenir l'Ukraine jusqu'au bout. Ursula von der Leyen, Charles Michel, Kamala Harris, et donc tous les Occidentaux, tous ceux qui soutiennent l'Ukraine sur le plan militaire ont réitéré leur volonté de fournir les armes. Maintenant, reste à savoir de quelles armes il s'agit. Alors, pour le moment, les Occidentaux ont fait savoir qu'ils vont fournir à l'Ukraine les chars dont elle a besoin. On sait que à peu près une trentaine de chars Abrams américains vont être livrés à l'Ukraine. On sait également que des chars Léopard vont être livrés, les chars Léopard allemands. Et on a aussi, évidemment, un certain nombre de chars britanniques également qui vont être livrés à l'Ukraine. Donc pour le moment, les soldats ukrainiens sont formés à l'utilisation de ces équipements-là. Joe Biden, lors de sa visite éclair, c'était hier à Kiev, a expliqué à Volodymyr Zelensky qu'il allait également octroyer 500 millions de dollars en plus d'armes. Ça comprend notamment des missiles HIMARS, des systèmes de défense anti-aériens. Il y a aussi évidemment des véhicules blindés de transport de troupes. Et il y a également des munitions dont l'Ukraine a cruellement besoin parce qu'elle fait face à une véritable pénurie. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on a un pays, la Russie, qui a véritablement basculé en ce qu'on appelle une économie de guerre, c'est-à-dire qu'une grande partie de son industrie est tournée vers la production de munitions et d'armes dont elle a besoin dans le cadre de cette opération spéciale en Ukraine, alors que de l'autre côté, on a les économies européennes qui se contentent de piocher dans leurs stocks respectifs pour essayer de fournir à l'Ukraine les armes et les équipements dont elle a besoin. Or, évidemment, après une année de combat acharné, on se rend compte que les munitions commencent à manquer du côté des Occidentaux. Je vous prends un exemple. En moyenne, les Ukrainiens tirent 3000 obus par jour. Alors, 3000 obus par jour, c'est à peu près l'équivalent de la production annuelle d'un pays comme la France. Donc, ce qui fait que ça pèse énormément sur les stocks de munitions et les pays se trouvent
on a des pays comme la Lettonie ou l'Estonie qui demandent carrément à vider la totalité de leur stock d'armes pour les envoyer en Ukraine en espérant que, évidemment, cela puisse faire changer les choses là-bas. Et évidemment, la question qui se pose, parce que, bien entendu, après avoir obtenu l'accord pour l'envoi de chars en Ukraine, Volodymyr Zelensky est passé à un niveau dessus, c'est-à-dire qu'il demande maintenant d'avoir, qu'on lui livre des missiles longue portée. Les missiles longue portée, ce sont des missiles qui ont une distance d'à peu près 300 km pour pouvoir justement repousser les Russes. Ce que les Européens craignent, c'est qu'avec des missiles longue portée de 300 km, eh ben, l'Ukraine peut directement attaquer des villes qui sont situées en plein territoire russe, et ça risquerait de faire monter d'un cran justement ce conflit-là, avec le risque de voir ce conflit embraser cette fois-ci la totalité de l'Europe et aboutir à un conflit qui pourrait être quasiment un conflit planétaire. Et donc les Ukrainiens demandent des missiles longue portée, ils disent qu'ils ne vont pas tirer sur les villes russes, c'est pour essayer de tirer au-delà de la ligne de front, pour essayer de toucher les objectifs russes, notamment jusqu'en Crimée. Et ils demandent également, en plus de ces missiles longue portée, ils demandent aux Occidentaux de leur fournir des avions de chasse. Alors, la Pologne, qui dispose par exemple de F-35, a dit qu'elle était disposée à livrer ses avions F-35 à la Pologne, mais à condition que cela se fasse dans le cadre d'une livraison globale de la part des Occidentaux. C'est-à-dire que si les Américains décident de livrer des avions avec d'autres pays occidentaux, la France, l'Angleterre, etc., là, la Pologne serait prête à livrer les armes. En fait, elle se met un peu dans la même position que l'Allemagne. On se rappelle pour les chars Léopard 2, elle avait dit, moi, je ne livrerai mes chars Léopard que si les États-Unis décident de livrer des chars Abrams. Les États-Unis ne vont rien livrer. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas livrer dans leur stock, dans les stocks qu'ils détiennent. La trentaine de chars, les 34 chars Abrams qu'ils ont promis à l'Ukraine, ce sont les chars qui sortiront directement d'usine. Or, sortir un char d'une usine, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ce n'est pas comme une voiture. Un char, pour être fabriqué, il demande environ entre 6 ou 7 mois. Or, donc, la trentaine de chars ne pourrait pas être livrée avant, au bas mot, 6 mois, 6 à 7 mois. Et donc, la question est de savoir, est-ce que l'Ukraine pourra tenir pendant tout ce temps-là? Et donc, l'autre solution serait, pour la part des pays européens, de livrer les chars dont ils disposent déjà. Bon, l'Angleterre, puisque les États-Unis ont donné l'accord qu'eux, ils allaient livrer des chars Abrams, même si ce ne sont pas des chars qui sont dans leur stock, mais et que ces chars-là arriveront dans 6 mois. Néanmoins, d'autres pays européens, notamment les pays d'Europe de l'Est, l'Estonie, la Lettonie, la Pologne, ceux qui sont les plus virulents contre la Russie, sont déjà prêts à livrer les stocks de chars dont ils disposent. Et l'avantage pour ces pays-là, c'est qu'ils disposent de chars qui sont essentiellement de fabrication soviétique, qu'ils ont hérité de l'ère de fabrication russe, qu'ils ont hérité de l'ère soviétique. Et donc, les soldats ukrainiens sont beaucoup plus habitués à manier ce type d'équipement-là. Bref, on est dans une situation où, lors de cette conférence de Munich, on a eu l'impression que ce sont les Occidentaux et leurs amis et leurs alliés, ou tout au plus des pays qui ont une position de neutralité, qui ont quand même été invités. On a pu le voir, par exemple, avec le Togo. Certains pays africains, comme j'ai pu le dire, dont le Togo, ont pu participer à cette conférence-là. Et dans un deuxième temps, on a aussi observé que les tensions entre les États-Unis et bien entendu la Chine ne cessent d'être exacerbées. Les Américains étant allés à un niveau, ayant proféré de nouvelles accusations contre la Chine, notamment concernant l'envoi probable d'armes ou d'équipements militaires de la Chine vers la Russie, ce que la Chine a totalement démenti. Les Américains estiment que cette fourniture d'armes-là, cette potentielle fourniture d'armes chinoises vers la Russie serait en capacité évidemment d'avoir un impact sur le conflit et de changer les choses. Et donc la Chine a tout simplement fait savoir qu'elle n'a jamais eu l'intention et qu'elle n'a pas l'intention jusqu'à présent de livrer des armes à la Russie, et que sa position reste la même, c'est-à-dire qu'elle privilégie le dialogue par le biais des canaux diplomatiques pour
parvenir rapidement à une solution de paix. Et donc, pour les Chinois, il s'agit évidemment de montrer qu'ils n'ont pas aussi l'intention de se laisser intimider par les États-Unis sur le choix de leur politique diplomatique. Et ils entendent évidemment affirmer toute leur autorité, toute leur puissance pour également montrer que même s'ils ne soutiennent pas militairement la Russie, mais ils n'ont pas l'intention d'appliquer les sanctions occidentales et ils n'ont pas l'intention de couper les relations avec la Russie. Et donc la Russie reste un partenaire privilégié de l'économie, un partenaire privilégié de la Chine. Et dans le même temps, évidemment, lors de cette conférence de Munich sur la défense, il a également été question du programme nucléaire iranien et l'Iran a fait savoir de manière tout à fait non voilée son indignation après l'invitation du fils de l'ancien Shah d'Iran, Raza Pahlavi. Et donc cette invitation est considérée comme étant une injure parce qu'il ne faut pas l'oublier, en 1979, l'actuel régime iranien avait renversé celui du Shah d'Iran au cours de ce qu'on a appelé la révolution iranienne. Et donc le Shah d'Iran avait été parti en exil aux États-Unis où il est mort là-bas. Et c'est aux États-Unis que se trouve toujours sa famille. Et en fait, on a l'impression que les Occidentaux ramènent un peu au goût du jour le fils du Shah d'Iran avec l'espoir que peut-être que celui-ci pourrait, par un coup, je ne dirais pas de baguette magique, mais au cas où si le régime iranien viendra à s'effondrer du fait des sanctions, du fait d'un certain nombre de facteurs, eh ben, celui-ci pourrait être un bon point de départ pour essayer de conquérir le pouvoir et de ramener les Occidentaux un peu dans le giron iranien. Bref, ça encore, on est très très loin de la réalité. Bref, ce qu'on peut retenir de cette conférence de Munich, c'est que, les Occidentaux ont réaffirmé leur intérêt à ne pas privilégier le dialogue avec la Russie, mais plutôt la voie militaire et à soutenir coûte que coûte l'Ukraine pour lui permettre certainement au courant du printemps prochain de préparer sa contre-offensive. Deuxièmement, les Occidentaux ont réaffirmé leur soutien aux États-Unis, notamment dans la tension qui l'oppose à la Chine, concernant notamment Taïwan. Mais les Occidentaux, les Européens sont quand même un peu mitigés parce que la Chine reste, après les États-Unis, le deuxième plus gros partenaire de l'Europe. Et l'Europe, dans sa position actuelle, après avoir coupé les ponts avec la Russie, ne peut se permettre aussi de couper les ponts avec la Chine. D'un point de vue économique, ça aurait des effets vraiment catastrophiques. Et puis, troisièmement, les Européens ont évidemment décidé de soutenir également Israël dans sa volonté d'empêcher ou de mettre tout en œuvre pour essayer de bloquer le programme nucléaire iranien. Mais bref, ce qui est à déplorer, c'est que donc dans cette 59e conférence de Munich sur la défense, en réalité, on n'a pas parlé de défense globale du point de vue de l'ensemble d'une plus grande pluralité de points de vue, parce que on n'a pas la Russie, on n'a pas l'Iran, qui sont à mon sens des acteurs majeurs sur ces questions-là, mais on a privilégié plutôt un dialogue entre amis et on a plutôt l'impression que c'est la même tonalité que l'on a entendue lors de cette conférence qui n'a en réalité rien apporté de nouveau. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.